Alors, nous avons un thème magnifique, vers la ville multisensorielle, innovation, signalétique, technologie et je dirais information. Et tout cela permet-il de dessiner la ville de demain? Donc d'un côté, nous avons un sujet au contour assez délimité et en même temps très ouvert, ne serait-ce que sur l'espace urbain et sur l'avenir. Il y a ceci une vingtaine d'années, de nuit, je me promenais à Londres, à Bedford Square, avec Sylvie, mon amie aveugle. Il neigeait. Nous étions à l'abri des grands axes de circulation. Soudain, le temps était suspendu et, sans se concerter du tout, nous nous prîmes par la main et nous courûmes sur ces grands et larges trottoirs. C'était magnifique, tout coulait. Le temps était suspendu et, au fond, ce que nous avons fait comme expérience, c'était celle d'une liberté absolument inouïe. Elle était totale. Alors, la neige continua de tomber et elle m'enseigna deux choses. L'une, c'est qu'il y a des formations de sensibilisation aux personnes handicapées qui ne sont pas très bonnes. Dans celle de mon organisation à l'époque, le Royal National Institute of Blind People, qui dit toujours et qui disait d'une façon systématique « offrez votre coude à la personne aveugle ». Évidemment, c'est très fonctionnel et utile, mais cette vision étroite, elle occulte la possibilité d'une relation humaine avec une personne handicapée visuelle. Avec le coude, nous n'aurions pas pu nous envoler sur Bedford Square. Mais voici un peu notre défi. Nous sommes vraiment là parce que nous nous engageons vers la liberté totale de l'être humain dans tous ces domaines très spécifiques dont nous parlons. Alors, deux mots sur le format de la table ronde. J'ai proposé à tous les conférenciers de ne pas prendre plus de 10 minutes pour nous parler de leur champ d'expérience et d'expertise du présent, mais aussi, s'ils le veulent, dans les dernières minutes de leur présentation, parler des possibilités futures. Et après, ce que nous ferons, c'est en une première partie de dialogue avec vous, répondre à quelques questions, mais garder quand même 10 minutes, un quart d'heure, pour voir si effectivement, vous et nous puissions esquisser ou envisager cette ville du futur, c'est-à-dire aller un petit peu au-delà, voir si tous ces aspects de la chaîne de déplacement qui sont vitaux, si nous pouvons les rendre encore plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais si au-delà de cela, nous donnons accès aussi à l'expérience urbaine qui est celle du plaisir, de la convivialité, de l'interaction, du rêve. Italo Calvino, l'écrivain qui écrivit sur les cités invisibles, il avait bien vu quelque chose, c'est que nous portons tous en nous-mêmes, au tréfonds de nous, une image de la ville que nous cherchons à déployer et à actualiser dans la rencontre avec la ville réelle d'aujourd'hui, mais aussi à travers laquelle nous essayons de construire la ville du futur. Donc nous avons un peu une sorte d'ingrédient de présent et un peu d'avenir dans cette session. Alors j'aimerais donner la parole à Monsieur Pascal Loisel, qui commencera avec une conférence sur, entre autres, des signalétiques et plein d'autres choses, les codes visuels, etc., et leur importance dans l'aménagement urbain et d'une manière générale. Donc bienvenue. Alors bonjour à tous. Alors je suis Pascal Loisel, directeur général de la société Chrysalide, et on va vous parler plus particulièrement aujourd'hui de la signalétique multisensorielle et entre autres sur finalement ce que la réglementation et en tout cas la conception universelle et l'idée de la multisensorialité va devoir et va changer finalement aujourd'hui dans le langage qui est le nôtre, qui est un langage aujourd'hui en termes de signalétique extrêmement visuel. Alors, cette partie donc va traiter en trois parties sur notamment les signes et les codes. Je vais faire un bref aperçu on va dire de la théorie de la forme et de la couleur, c'est-à-dire vraiment les fondamentaux de ce qui fait un signe et un système de signalétique. Ensuite, on va parler d'accessibilité pour tous, bien sûr, et en quoi ça remet en question effectivement les systèmes actuels. Et enfin, de voir quels sont l'apport des métiers du design et de la conception universelle pour la définition de ce nouveau langage.
Alors vous allez voir, on part d'assez loin finalement, puisque la théorie de la forme en fait a été mise en place par Kandinsky sur cette notion effectivement d'art abstrait, où à un moment donné, dans les années 1910, on s'est aperçu que, et en tout cas Kandinsky avait travaillé dessus, que finalement une composition, une forme, cette composition donnait du sens finalement aux choses. Donc une forme, un point, une ligne, une direction, ça donne du sens. Et donc ça promet et ça donne des émotions. Il y a aussi une autre théorie de la forme qui est assez intéressante, qui est la Gestalt-Philosophie, donc dans les années 1890. Et je vais vous poser une petite question de savoir qu'est-ce que vous voyez à l'écran. Un triangle. Alors, effectivement, vous voyez un triangle, et moi ce que je vois, c'est 3 guillemets qui partent dans des directions opposées. Et effectivement, cette théorie de la forme, elle dit bien et elle exprime bien quelque chose, c'est que finalement, il n'y a pas d'association d'idées, et que généralement les formes, elles forment un tout, et qu'on les reconnaît de manière instantanée dans un environnement, qui soit hétéroclite, etc. Et ces formes, elles sont conditionnées aussi par la notion de culture, puisque vous allez voir que dans des systèmes différents, qu'on vienne d'Asie, d'Afrique ou d'autres cultures, ces formes ne veulent pas dire la même chose. Et c'est ça qui est compliqué, puisqu'on va devoir créer quelque chose, non pas d'uniformisé, mais qui puisse s'adapter à tout le monde, sachant qu'on ne part pas du même postulat de départ. Et ça, c'est quand même un vrai défi. Alors pour continuer un petit peu dans cette théorie de la forme, notamment sur deux lois, en fait il y en a même 7, mais je vous ai fait un petit condensé, sur la loi de ségrégation des unités qui a été utilisée par un artiste qui s'appelle Vasarely, qui traite entre autres de l'art cinétique. Donc c'est l'amas en fait de points un peu divers que vous voyez sur la droite, et qui montre bien que finalement dans un univers hétérogène, on reconnaît systématiquement des choses qui ne sont pas identiques. Donc là vous avez des tout petits points, vous avez des points plus gros, des carrés plus gros et plus petits, qui donnent du mouvement finalement à l'image. Donc ça aussi, par exemple, dans un système qui est le nôtre, la ville, on va reconnaître instantanément un panneau de sécurité, un panneau d'interdiction, une forme spécifique qui va nous alerter du danger ou nous donner une information précise. Je pense aussi que finalement très peu de personnes se sont aperçues que dans le logo de Carrefour, on avait un C qui représentait cet élément. Donc vous voyez bien aussi qu'on arrive aussi à détourner ces signes et ces codes pour faire autre chose. Et l'importance, bien entendu, de la loi de la hiérarchisation, c'est-à-dire en gros le conditionnement de la culture, on voit bien les petits avions ou les petits oiseaux, selon si on lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Très rapidement aussi, un autre artiste, Eaton Bauhaus, vous voyez 1920, on se posait déjà beaucoup de questions à l'époque, qui donne une notion sur la couleur qui ne peut être perçue que par la notion de contraste. Alors par exemple, cette notion de contraste, ça me semblait intéressant de la mettre en perspective avec les obligations réglementaires. Vous savez, aujourd'hui, dans la réglementation accessibilité, on a besoin d'avoir 70% de contraste. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, on avait, selon Eaton, bien entendu, 7 types de contraste possibles, imaginables, et qui promettaient finalement une multiplicité de solutions possibles à terme pour pouvoir finalement répondre aussi à la réglementation. Donc là, je vous en ai listé quelques-uns, bien entendu, contrastes de couleurs, des contrastes de couleurs chaudes et froides, des contrastes de complémentaires, etc., etc. Alors, pour conclure sur cette partie, on va dire, un peu histoire de l'art, j'allais dire que cette théorie de la forme et de la couleur, elle donne du sens. Vous voyez une Ferrari qui a une forme profilée, qui est rouge. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que finalement la même en version violette, est-ce qu'elle roule plus vite ou moins vite que celle qui est rouge ? C'est effectivement ça la question qu'on se pose, c'est que le conditionnement de notre culture fait qu'on associe aussi une couleur à une forme, à une fonction, donc à un signifiant.
Et on le voit aussi pour la théorie de la forme, hein, un camion de pompier, un vrai camion de pompier, c'est la photo très réaliste qu'on voit sur le côté droit. Et pourtant, on sait aussi que c'est un camion de pompier alors que c'est un jeu d'enfant qui reprend tous les codes. Donc finalement, pour résumer, c'était important de recaler un peu les choses entre le signifiant, c'est-à-dire la forme et la couleur, et le signifié, c'est-à-dire le code et la culture dans laquelle on se trouve, et tout ça, ça crée un signe. Et finalement, la signalétique, c'est juste l'ordonnancement des signes qui crée un langage particulier qui est compris, vu, compris par tous. Et donc, l'accessibilité, effectivement, va poser une vraie question, puisqu'on doit prendre en compte tous les types de handicap, on doit inclure, bien entendu, aussi, par exemple, les personnes étrangères, les touristes, qui n'ont pas forcément la même culture, les mêmes codes, et on voit bien que ça va remettre en question un certain nombre de solutions graphiques qui ont été explorées depuis quelques années dans le domaine du design. Donc pour le handicap moteur, bien sûr, faciliter les déplacements et l'accès aux services, donc c'est-à-dire avoir un bon fléchage pour le cheminement le plus direct. Pour le handicap sensoriel, accéder à l'information écrite ou sonore, donc comment on va dupliquer finalement des informations qu'on voit autrement. Pour le handicap psychique et mental, c'est aussi mettre en relation et en perspective avec les personnes étrangères ou les touristes pour faciliter la compréhension et le repérage des lieux, des services. Donc vous voyez bien que finalement, ces objectifs que nous fixe la réglementation aujourd'hui va nous amener vers de la qualité d'usage. Alors je vais conclure très rapidement aussi sur finalement l'apport des métiers du design dans cette conception universelle. En fait, je dirais que les designers aujourd'hui, on va dire les designers produits, graphistes, architectes, les concepteurs, ont déjà réfléchi à cette question-là. C'est-à-dire que finalement ils font un peu de la prose sans le savoir, hein, comme le bourgeois gentilhomme de Molière. C'est-à-dire que eux, ils ont une vision, par exemple, tournée vers bien sûr le marketing, vers la vente de produits, mais qu'on appelle le design global. C'est-à-dire que ça permet d'envisager parallèlement à la fois le produit, son identité, son lieu de production, son packaging, son environnement, sa communication graphique, etc., etc., et que tout ça est cohérent. Et donc, finalement, on le voit bien là, à travers l'exemple de Renault, hein, on voit les applications à la fois du logo sur la voiture, l'identité visuelle et ce que ça ramène, et enfin l'application sur des concessions. Et finalement, le défi qu'il va y avoir à travers la signalétique, que ce soit pour la ville, les bâtiments ou autres, va effectivement devoir glisser de la normalisation vers la qualité d'usage en redéfinissant finalement un langage et un système qui prennent en compte les besoins de chacun autour, entre autres, de repères tactiles, sonores, architecturales, visuels et des solutions qui vont être présentées aussi un peu plus tard, mais autour de plans tactiles, de feux sonores. Ça, c'est le postulat de départ, je dirais, mais qui va devoir être ordonnancé dans les prochaines années. Merci beaucoup Pascal Loisel et merci de nous avoir mis en forme et de nous avoir initié un peu à la théorie des formes, à élargir un peu le cadre théorique de nos réflexions. Et vous aviez terminé avec aussi des PowerPoint qui parlent au fait de systèmes de guidage. Et là, ça fait une transition excellente pour notre prochaine intervenante, Lise Wagner, d'IO-Guidage. Oui, alors donc je vais vous parler un peu de la signalétique multisensorielle, plus spécifiquement sous l'angle des personnes déficientes visuelles. Donc simplement donc un mot d'introduction. Donc on parle beaucoup de la loi de 2005 qui impose des choses au niveau de l'accessibilité. Maintenant donc je crois qu'il faut élargir la réflexion et ne pas voir seulement ça comme des contraintes, mais au contraire comme une formidable chance d'inclure tout le monde dans la société, et quelles que soient les personnes. On parle aussi aujourd'hui beaucoup du vieillissement de la population. Quand on vieillit, on développe très souvent des situations de handicap sensoriel, moteur,
cognitifs, on a des problèmes de repérage, d'orientation. Donc vraiment, le principe de la signalétique multisensorielle va enrichir l'environnement pour tout le monde. Je dirais qu'il y a des choses qui sont absolument indispensables, notamment pour les personnes déficientes visuelles. On va beaucoup parler de signalétique sonore, ce qui est tout à fait indispensable. Ça peut aussi être du confort pour d'autres usagers. Un exemple tout simple, quand vous êtes dans le métro parisien, eh bien, quand vous êtes sur le quai, on vous annonce dans combien de temps va arriver le prochain métro. Cette annonce, elle est visuelle, mais elle est aussi vocale. Ce qui fait que n'importe qui est en train de pianoter sur son téléphone ou de faire autre chose, ou qui est distrait, qui n'a pas les yeux rivés sur le panneau, eh ben, il va avoir cette information. Voilà, donc aujourd'hui, donc, des solutions existent, ce qui est au niveau de la signalétique multisensorielle. Donc, juste pour présenter la société Au-Guidage, c'est une société qui existe depuis 1993, qui a été créée donc, par Gilles Rochon sur une idée toute simple, faire parler les feux piétons, donc pour traverser la rue, non pas en permanence, comme ça se faisait dans beaucoup de pays déjà depuis très longtemps, mais à la demande de l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que quand ça parle en permanence, et c'est d'ailleurs un argument qu'on entend encore très souvent, c'est que ça crée des nuisances sonores pour les riverains, ce qui est assez compréhensible. Du coup, en général, on arrive à baisser les volumes sonores. Résultat, les personnes qui en ont réellement besoin, elles n'ont plus de dispositifs efficaces à leur disposition. Donc là, l'idée, c'était, je suis déficient visuel, j'arrive vers un carrefour, j'ai besoin d'informations pour traverser, et j'appuie sur ma télécommande et je vais avoir cette information. Donc au-delà de ça, on a développé toute une gamme de solutions pour la voirie, avec aussi tout ce qui est guidage, éveil de vigilance, pour les transports et puis pour les bâtiments. Donc tout ça s'inscrit dans la signalétique. On part des besoins des usagers. Et Au-Guidage a toujours travaillé en collaboration avec les associations. Moi, ça fait 2 ans que j'ai intégré la société, donc en tant que personne non-voyante. Je fais le lien donc, avec les usagers. Je fais remonter les besoins pour les traduire en solutions techniques. Puisqu'on a d'un côté des usagers qui ont des besoins, de l'autre côté, des techniciens qui ont plein de possibilités à leur disposition, mais si on ne leur dit pas quels sont les besoins, ils vont développer des solutions qui ne seront pas adaptées. On a de nombreux exemples qui illustrent bien ce cas-là, des inventions qui restent dans les tiroirs parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins. Donc là, vraiment, Au-Guidage, c'est une volonté de faire correspondre les solutions avec les besoins. Donc je vais passer très vite donc, sur les histoires de conception de l'environnement. Hein. Au-delà des équipements qu'on va pouvoir y apporter, déjà l'environnement, il se conçoit au départ. Il est évident que quand on a des cheminements continus, sans obstacle, eh ben, on est beaucoup plus libre de circuler. Maintenant, je vais quand même apporter une précision. Sans obstacle ne veut pas dire non plus totalement dégagé. C'est-à-dire qu'un cheminement libre, il sera confortable pour une personne déficiente visuelle seulement s'il a un élément de guidage naturel ou rapporté quand ça n'a pas été prévu au départ. Je prends un exemple tout simple. Une personne aveugle qui est au milieu d'une place, en général, il n'y a personne qui vient l'aider. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, tout le monde se dit « c'est bon, toute la place qu'il faut, il n'y a pas de circulation automobile autour, donc tout va bien, pas de danger ». Il faut savoir que dans la tête de la personne aveugle, dans le meilleur des cas, elle se dit « bon, je vais essayer d'aller le plus droit possible pour sortir de la place et après je verrai comment je peux retrouver mon orientation ».
Et puis, dans le pire des cas, elle peut tourner en rond pendant des heures parce que quand on ne voit pas, quand on n'a pas un point qui permet une ligne de fuite, on a un côté qui nous emporte toujours d'un côté et on finit par tourner en rond. Donc, un espace dépourvu d'obstacles, il faut quand même qu'il ait un élément de guidage. Donc les éléments de guidage, ça peut être des éléments de guidage tout à fait naturels, bordure de trottoir, de pelouse, même un caniveau. Enfin, ça peut être un tas de choses du moment que c'est continu, que c'est en relief et que c'est continu. Après, si ça n'a pas été prévu au départ, on a des bandes de guidage qui peuvent être rapportées donc après coup. Voilà. Après, donc du contraste visuel et tactile. Donc là, Pascal en a parlé, et donc le contraste visuel, on parle de 70%. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est pas forcément une différence dans les couleurs, même si évidemment quand on change de couleur, ça enrichit aussi l'environnement pour tout le monde. C'est surtout une différence de réflexion de la lumière. On va mettre des couleurs pâles par opposition à des couleurs sombres et inversement, jouer sur les reflets. Une petite barre réfléchissante sur une rampe d'escalier, ça va permettre de repérer plus facilement. Par contre, évidemment, il ne faut pas de grandes surfaces réfléchissantes qui, là, vont causer de l'éblouissement. Donc l'éclairage aussi, tout cela est lié. Il n'y a pas de bon contraste sans un bon éclairage. Et puis donc après, on va passer à des choses plus spécifiques au niveau de la signalétique sonore. Donc je vous parlais des faux sonores en introduction. Donc sur le même modèle, on a créé donc des balises sonores qui permettent de repérer un point stratégique. Par exemple, l'entrée d'un bâtiment. C'est avant toute chose, dans la chaîne du déplacement, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, donc, bien sûr, traverser la rue en toute sécurité, prendre les transports en commun, et puis pouvoir entrer dans les bâtiments. Après, la manière dont c'est aménagé à l'intérieur, c'est encore autre chose, mais si déjà je ne peux pas rentrer, ça ne sert à rien d'avoir des aménagements intérieurs. Donc la solution, c'est la balise sonore, donc, qui se déclenche avec la télécommande. Et puis, donc là, je vais faire un peu plus parler d'avenir. Donc la télécommande, c'est celle-ci, c'est simplement un bouton, j'appuie et j'obtiens un message sonore. Donc ça, c'est un outil qui est très peu cher, qui nécessite aucun apprentissage, qui est disponible pour tout le monde, je dirais, du jeune enfant à la personne âgée. N'importe qui est capable d'utiliser cet outil. Après, on a donc aujourd'hui des possibilités qui sont ouvertes par l'utilisation des nouvelles technologies, et notamment la connectivité Bluetooth, qui est en plus une norme internationale, donc on touche tout le monde. Et là, on a donc la possibilité, d'une part, de sélectionner l'information qu'on veut obtenir. On peut avoir un retour d'information. Donc nous, on a fait en collaboration avec la société Capsys, qui développe des GPS entièrement vocaux. On a donc amélioré cet outil. Donc ce que j'ai à la main, là, c'est le GPS et son haut-parleur. Donc qui n'est pas plus gros en fait que la télécommande, qui pèse à peine 50 grammes et qui tient au creux de la main. Et donc ce GPS a des fonctions classiques d'un GPS, localisation, guidage, et en plus il permet de déclencher tout ce qui est signalétique sonore et d'avoir un retour d'information dans son oreillette. Je peux avoir par exemple le menu d'un restaurant, je l'écoute tranquillement. Voilà, donc ça, ce sont des possibilités qui permettent vraiment d'envisager l'avenir sous un angle nouveau, puisque à l'aide de ces nouvelles technologies, on peut vraiment adapter
disons que c'est l'outil qui s'adapte à son utilisateur. C'est-à-dire que selon la langue de l'utilisateur, ça va lui donner l'information dans sa langue. Selon s'il a un problème auditif, il va pouvoir augmenter le volume sonore. Voilà, c'est tout un tas de paramétrages qu'on peut avoir à partir du moment où c'est un outil personnel et qui va s'adapter à l'utilisateur. Voilà, donc on part vraiment des besoins des personnes déficientes visuelles et puis on va vers des solutions qui répondent aux besoins d'une majorité de personnes. Voilà, donc je vais conclure là-dessus et puis si vous avez des questions tout à l'heure, je préciserai certains points. Alors, merci beaucoup, Lise Wagner. On a eu beaucoup de choses très riches dans cette contribution. Nous aurons certainement le temps d'en parler plus longuement, mais j'aimerais inviter Monsieur Stéphane Vialet, qui est directeur des espaces publics et des infrastructures ici à La Défense, et qui parlera aussi d'espace public, de signalétique, peut-être dans une manière très vaste, mais nous verrons de quelle manière nous pourrons l'amener et nous concentrer aussi un peu vers l'accessibilité et la conception universelle. Merci. Donc oui, je suis le directeur des espaces publics et des infrastructures de De Facto. De Facto est l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Et à ce titre, nous sommes amenés à assurer des aménagements de l'espace public et notamment de la signalétique. Alors la signalétique est un chantier qui a été lancé il y a 2 ans sur la Défense dans une refonte complète de cette signalétique qui était un petit peu obsolète, qui ne prenait pas en considération l'ensemble des problématiques d'accessibilité. Et donc on s'est associé les compétences d'un cabinet pour nous assister sur la mise en place de cette signalétique. Donc aujourd'hui, le quartier de La Défense a été divisé en 4 grands secteurs avec des couleurs, alors comme le précisé tout à l'heure mon voisin de droite, où la couleur est très importante dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle signalétique. Pour bien dénoter les différents quartiers, on a mis en valeur les quartiers par couleur, avec l'Arche Nord, l'Arche Sud, et l'Esplanade Nord et l'Esplanade Sud. Donc avec des couleurs bien particulières pour chaque secteur, qui après, eux, sont divisés en quartiers en fonction des secteurs dans lesquels ils sont contenus. Donc la signalétique, elle concerne principalement la mise en place de nouveaux panneaux, de nouveaux mâts, des mâts qui sont des mâts de couleurs qui permettent dans chaque quartier, dans chaque secteur de véritablement définir où vous allez, comment vous vous dirigez. Donc ils répondent évidemment à ces codes de couleurs. Ils permettent une meilleure lisibilité, une meilleure signalétique directionnelle pour permettre à l'ensemble des utilisateurs du site de La Défense, depuis les parkings, depuis les stations de métro, depuis les transports, depuis les systèmes de transport urbain, de pouvoir se rendre de la façon la plus simple possible vers l'endroit où ils souhaitent aller. Donc on a fait une enquête récemment auprès de l'ensemble des utilisateurs et du site de La Défense. Et cette enquête, dont nous avons eu les résultats très récemment, montre que 73%, alors je ne suis pas sûr du 73, mais je crois que c'est dans ces chiffres-là, mais 73% des utilisateurs considèrent que la signalétique a largement été améliorée sur le site de La Défense et répondent à leurs attentes. Alors je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on améliore sûrement des points sur le niveau des plans. Le marché aujourd'hui de la signalétique n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on y travaille. Pour nous, c'est un travail au quotidien avec les équipes qui travaillent pour nous. Et je pense que là-dessus, on sera amené à être sollicité par des partenaires extérieurs pour essayer d'améliorer au mieux cette signalétique et la rendre la plus fonctionnelle pour l'ensemble des utilisateurs.
Alors voilà un petit peu comment ça se représente sur un quartier. C'est où suis-je, et puis comment me rendre à l'endroit où je souhaite aller quand j'ai des problèmes pour me déplacer, avec des systèmes de rampes qui ont été modernisés, des rampes d'accès, des parcours piétons qui ont été mieux fléchés, mieux indiqués. Ça, c'est un premier chantier qu'on a mené. On est en train d'en mener un deuxième qui est celui de la modernisation et de la remise en conformité de certains de nos équipements, que ce soit nos équipements de transport vertical qui peuvent être les escaliers ou les ascenseurs, mais c'est aussi les rampes d'accès qui se trouvent en périphérie du circulaire pour pouvoir permettre aux piétons d'avoir un accès sur l'ensemble du site de la Défense. Et ces rampes aujourd'hui n'étaient pas en conformité, et on est en train de les remettre en conformité pour permettre l'accessibilité. Alors une des particularités que j'ai oublié de citer, mais que vous peut-être connaissez tous si vous venez régulièrement à la Défense, c'est que la Défense est un véritable espace piétonnier où il n'y a pas de voiture sur la dalle, sur l'ensemble de la dalle, et pour accéder aux tours, les accès aux tours se font soit par les moyens de transport en commun, soit depuis les parkings. Et après, tout l'espace public aujourd'hui est un espace piétonnier, réservé uniquement aux piétons. Et donc, à ce titre, il fallait qu'on renforce la signalétique pour l'ensemble des personnes qui étaient amenées à travailler et à venir sur le site de la Défense. Voilà donc une présentation de la Défense telle qu'elle est aujourd'hui, avec ce fameux espace piétonnier. Et puis je peut-être essaierai de répondre à vos questions un peu plus tard, si vous en avez, sur les travaux qui ont été réalisés, ceux qui sont à venir, sur l'ensemble du quartier d'affaires de la Défense. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, Monsieur Viali, est-ce que vous savez de quelle manière de facto prend en compte, par exemple, la loi de 2005, ou travaille dans ces projets de remise à jour sur l'accessibilité? Alors, les travaux, ils concernent principalement les remises en conformité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'équipements qui ne sont pas en conformité. Donc, on s'associe les compétences de maîtrise d'œuvre extérieure qui nous assistent pour faire les diagnostics, dans un premier temps, parce que ce sont les diagnostics qui sont les plus importants. Donc, ce sont des diagnostics techniques, mais ce sont aussi des diagnostics, ce que l'on appelle les diagnostics en marchant, où avec des utilisateurs, des riverains, des gestionnaires de tours, on intervient sur le site, on fait des visites, et puis on constate les dysfonctionnements, on constate ce qui ne va pas, ce qui mériterait d'être amélioré. Et en tant que gestionnaire du site de la Défense, on en assure la maintenance, mais on en assure aussi l'amélioration. Et donc, s'il y a des pistes de travail à creuser sur l'amélioration de l'accessibilité, sur la mise en place de l'application des nouvelles normes PMR, on est amené à les réaliser. Alors, c'est un travail assez fastidieux, parce que la Défense, c'est 160 hectares, c'est une véritable ville, avec une multitude d'utilisateurs, des riverains, des gens qui habitent au quotidien sur la Défense, mais aussi du personnel qui vient travailler sur le site de la Défense. Et à ce titre, on est amené à essayer d'améliorer au maximum cette accessibilité et à travailler. Mais c'est un long travail, je vous l'accorde. Je voulais, si vous me permettez, vous avez donné un exemple avec une photo qui montrait un poteau et les panneaux d'indication, d'orientation vers les différents quartiers. Alors, j'aimerais l'utiliser comme un exemple pédagogique, parce qu'il a un aspect excellent pour à peu près tout le monde, c'est-à-dire cette notion de couleur et de code, qui sera très bon pour à peu près tous les voyants et pour une bonne partie ou une partie de personnes malvoyantes. Et en même temps, là où cela peut être amélioré, vous avez vu qu'il n'y avait aucune manière de signaliser au sol à la personne aveugle qu'il y avait là un poteau. Et donc, elle aurait très bien pu s'y casser la gueule. Donc, il y a une sorte de possibilité d'accident, d'histoire d'assurance pour des propriétaires. Mais juste pour montrer que peut-être
nous en sommes un peu tous à ce niveau-là. On fait du bon et du mauvais. Je voulais peut-être souligner que De facto fait une enquête de tous les habitants de la Défense et de tous les employés pour améliorer l'espace public dans ses usages. Et je souhaiterais effectivement peut-être que dans cette enquête qui est énorme, qu'on inclue aussi les personnes en situation de handicap. Alors je vais tout de même foncer un peu et inviter Monsieur Éric Charéron de Keolis à nous parler aussi d'accessibilité. Et je salue tout particulièrement le fait qu'il va nous aider à élargir nos discussions qui portent pour l'instant un peu d'une façon générale sur tous les publics et de façon spécifique sur les personnes en situation de handicap. Et il parlera d'autres publics souvent négligés par les politiques et par ceux qui doivent les réaliser. Donc oui, l'idée, c'est effectivement à élargir un peu la réflexion en partant du handicap à l'ensemble des fragilités qui peuvent traverser la société française, sachant qu'il est très important, nous semble-t-il, pour arriver à convaincre, comme on le dit, et les collectivités, mais aussi les équipes en interne d'un opérateur de transport, de montrer que les solutions proposées, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Lise Wagner, permettent de toucher un public beaucoup plus large, effectivement, que celui initialement visé. Et pour cette raison-là, donc, nous avons mis en place des batteries d'études, donc avec des parcours suivis par ethnosociologues, pour que les gens puissent accepter de nous expliquer les difficultés rencontrées au cours de leur déplacement. Alors, je vais vous proposer deux séquences. La première séquence est plutôt sur les gens en difficulté liées à l'information. Alors, la première catégorie auquel on pense, ce sont par exemple les illettrés. Alors, les illettrés, les chiffres se suivent, hélas, et se ressemblent au niveau de l'INSEE, c'est-à-dire que ça fait des années que c'est 11% de la population française. Et vous savez, comme toujours, dans les entreprises, quand c'est pas la loi, 11%, c'est pas beaucoup. Vous savez, on a toujours la loi de la majorité qui s'applique, alors 11%. Et le problème de l'illettré, c'est qu'il ne se voit pas, enfin, comme d'autres personnes qui souffrent de daltonisme, etc. L'illettrisme ne se voit pas à l'œil nu. Et le problème des illettrés en partie, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas analphabètes, donc ils sont allés à l'école, et les sociologues nous disent tous, ils ont honte de leur handicap. Donc ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de lunettes pour se faire aider, ils vont expliquer des choses, mais c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est allé à l'école, scolarisé 5 ans en français, d'arriver à exprimer la difficulté qu'il a d'en bouger que d'autres personnes éventuellement, qu'un touriste, que quelqu'un qui est iranien, qui est lettré en persan, mais quand il arrive en France, il ne parle pas le français, il ne maîtrise pas les codes, il a plus de facilité pour l'exprimer, en tout cas, entre guillemets, moins de honte. Et ce qui veut dire, dans tous les travaux qu'on a faits, quand les gens qui ont accepté de témoigner, c'est une angoisse terrible de devoir se rendre quelque part. Et en fait, c'est une véritable assignation à résidence parce qu'on a honte du regard des autres pour la grande partie d'entre eux. Donc, vous avez ici un peu de verbatim tiré des vies menées par les illettrés. Et en fait, nous nous sommes rendus compte progressivement que beaucoup de personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, appliquent un certain nombre de repères. C'est-à-dire que je ne suis pas illettré, mais quand je me trouve dans une autre ville, quand je me trouve dans un autre pays, je me trouve confronté à la difficulté. Je n'arrive pas à mémoriser un nom parce que le nom est trop long. Il n'y a pas de numéro pour me dire que le numéro de l'arrêt, c'est la station 4 qui s'appelle Réaumur-Sébastopol. Et Réaumur-Sébastopol, c'est trop long à mémoriser. Et là-dessus, il y a toujours une volonté de dire privilégier des petits noms et des noms qui correspondent à l'environnement qui est autour. Donc ça, c'est le premier point. On a beaucoup progressé là-dessus. Et je peux vous dire qu'en termes de formation, enfin vous le savez sans doute tous quand vous êtes dans vos expériences, mais par rapport à des conducteurs qui traditionnellement disaient, quand les gens me demandent si je vais bien à la Grande Arche, je répondais oui, c'est marqué. Et en fait, ça permet effectivement de montrer du doigt que si on lui demande, c'est bien parce que les gens ont besoin de réaffirmer, de se rassurer qu'ils ne peuvent pas le détecter eux-mêmes. Deuxième champ qu'on a exploré, c'est ce qu'on appelle les paumés des cartos et des notices d'emploi. Alors c'est une forme de fragilité qui présente un certain nombre d'inconvénients dans la vie, et les gens, globalement, dans la population, sont très sympathiques avec nous. Dire qu'en gros, 75% des gens, vos sites, Internet, vos guides, vos plans, les doigts dans le nez. C'est simple, c'est facile. Et on leur dit, on va les mettre en situation, maintenant vous allez nous expliquer, vous habitez à Lille, place de Oisem, et demain vous avez l'habitude d'aller à la gare, on va juste vous demander de vous rendre à Roubaix, à Eurotéléport, comment vous faites? Vous avez les 2/3 des gens qui ont déclaré qu'ils n'avaient aucune difficulté avec nos plans, nos guides et nos sites. Les 2/3 des gens mis en situation
alors qu'ils sont clients des transports publics. On n'a pas pris des gens qui ne prenaient pas. Ce sont des gens, on les a fait partir de leur domicile. On leur donnait les documents dont ils avaient dit auparavant. Facile, pas de problème. 65% des gens sont en situation d'échec pour arriver à se déplacer. Mais de la même manière, on est dans une société où aujourd'hui on n'ose pas tellement avouer ses faiblesses. Et donc en gros, on dit dans les enquêtes, ben ça va. Et quand on les met en situation, on se rend compte que les gens ont des grandes difficultés. Et quand on travaille là-dessus, on se rend compte bien évidemment qu'on travaille pour tous les publics. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle les désorientés. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont lettrés, qui savent lire les cartes, mais en revanche qui n'ont aucun, c'est-à-dire qu'ils vont sortir là du CNIT, aller à droite, aller à gauche, ça n'a pas de sens. Il y a même des gens qui nous disent qu'ils mettent des post-it dans leur voiture ou qui mettent des trucs pour arriver à se repérer entre la droite et la gauche. Quand vous dites effectivement vous allez vers la rive gauche ou la rive droite, ça n'a aucun sens. Donc ce sont des gens pour qui, effectivement, quand ils débarquent d'une station de métro, quand ils débarquent à un arrêt de bus, pour les derniers mètres, les 500 derniers mètres, c'est effectivement quelque chose qui ensuite décourage à l'utilisation des transports publics. En revanche, la voiture, le mot GPS est dans toutes les bouches. Parce qu'effectivement, en voiture, on a l'impression d'être aidé. Et c'est pour ça que quand vous évoquiez tout à l'heure le GPS vocal en partie, pour la marche piéton, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Aujourd'hui, les gens sont en... Alors, je ne vous raconte pas les parcours qu'on a fléchés. C'est-à-dire que j'ai tourné à droite en arrivant. Quand je repars, je tourne aussi à droite. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout dans le même sens. Le nombre de gens qui, la première fois, prennent le bus à l'endroit où ils sont descendus pour repartir dans l'autre sens. Donc, on a effectivement des situations de ce type-là où on a à peu près une personne sur deux dans la société française qui souffre à peu près de désorientation. Au final, ça veut dire quoi, sur cette séquence-là? Que la réflexion qu'on essaye de dire, parce que l'atelier s'appelle numérique, nous on dit pas tout à fait ça. On dit il faut aujourd'hui une information qui va de l'illettré à l'e-voyageur. Et ce qui fédère tous les publics, c'est l'humain. On a aujourd'hui un peu déshumanisé globalement les entreprises, les sociétés, etc. Et aujourd'hui, ce qui rassure, ce qui permet d'être attentionné, de développer de l'empathie, c'est effectivement des gens qui, dans leur rôle, dans leur mission, sont capables d'orienter, d'aider et de réassurer en prenant le temps les gens qui leur demandent des informations. Donc, premier point, c'est vraiment cette notion-là. Deuxième point, c'est les outils, oui, mais qu'est-ce qu'on met dessus? La taille des caractères, bien sûr que c'est important, mais qu'est-ce qu'on met dessus? Quand on part du sud d'une agglomération, est-ce qu'on met sur la girouette du bus Cité des Pinsons dans le lotissement Busardière, dont tout le monde se fout quand on habite au sud? Personne ne va de l'autre côté. En revanche, il n'y a pas marqué que le bus il passe à la gare et au centre-ville et au campus. Donc je veux dire, la réflexion qu'on doit avoir, c'est vraiment également une réflexion sur le fond, c'est-à-dire qui est liée à la forme, au contraste, au choix des caractères, etc. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Les numéros. La numérotation des arrêts, vous allez à Singapour, vous allez à Melbourne, les gens, ils vous parlent effectivement en numéro d'arrêt, en disant vous prenez la numéro 4, vous descendez à l'arrêt 36. Tous les illettrés, tous les gens qui sont paumés, vous disent mais qu'est-ce que c'est facile avec ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le nombre d'arrêts, il y a les deux. Parce que les gens, Réaumur-Sébastopol, ils comprennent que ça veut dire à l'angle de la rue Réaumur et du boulevard Sébastopol. Mais rien n'empêche de dire que c'est la station 4. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'arriver à combiner, ce n'est pas un mode d'information qui, à notre avis, doit se substituer à un autre, c'est de dire la situation en termes d'appréhension, la société est très fragmentée, en termes d'utilisation du numérique, en termes de... il faut s'adapter à tout, me semble-t-il, ces publics-là. Et en cherchant comment trouver des solutions universelles qui permettent, comme vous le disiez tout à l'heure, de satisfaire tout le monde. Donc ça, c'est un peu très rapidement sur la partie information. Juste une petite séquence beaucoup plus courte, si j'ai encore 2 minutes, oui, tout à fait. sur le problème du vieillissement de la population qui a été également évoqué. Aujourd'hui, moi, je suis frappé. Enfin, je veux dire, il y a un gros problème quand on parle... Alors, je suis un peu provocateur, veuillez m'en excuser, caricatural. Mais en gros, quand on parle des retraités, alors vous avez même des agences, moi que j'aime beaucoup, enfin, qui sont très sympathiques au demeurant, mais Senior Agency vous parle des seniors à partir de 45 ans. Ça ne veut tout dire et rien dire. Dire que ça veut... Enfin, excusez-moi, mais il y a un moment, ça veut tout dire et rien dire. Alors, vous avez... Moi, je me rends compte, quand je discute dans les entreprises, dans mon groupe, dans les réseaux de transport ou avec les collectivités, il y a un peu de caricature quand on parle des personnes âgées.
Voilà, alors maintenant, ils ont tous du fric, ils sont tous aux Maldives les 15 jours, ils ont des agendas de Premier ministre, ils font ce qu'ils veulent, ils ont plein d'argent, etc. Donc vous avez cette vision-là poussée par les enfants du baby-boom, où on dit qu'effectivement ils sont prêts. Et en gros, on met les retraités, maintenant ils ont tous de l'argent et tout, ils vont toujours en vacances, voilà. Et puis vous avez un autre discours un peu plus, entre guillemets, misérabiliste, et on s'imagine la personne âgée, dès qu'elle a 70 ans, elle est en maison de retraite, elle a une canne. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a 3 choses qui caractérisent le vieillissement de la population. Il y a l'âge. L'âge est très important. Alors moi, on a des sociétés qui travaillent dans le même domaine que nous qui disent l'âge n'a pas d'importance. Je vais vous dire pourquoi l'âge, c'est fondamental. Il y a l'âge, il y a la manière dont on se sent physiquement, hein, vous le disiez, c'est-à-dire que progressivement, on va dire qu'on décline, on perd un certain nombre de choses, mais il y a la manière dont on le vit qui est très important. Et ça, c'est essentiel. Dire, je vis bien le passage à la retraite ou je le vis mal, ou je vis bien, j'assume mon déclin, ou au contraire, je le cache et je n'ai pas du tout envie de le dire parce qu'on est dans une société des années 2010, où on est dans des sociétés de performance, où il y a un déni il y a un déni de la mort, il y a un déni du vieillissement, il y a un culte de la forme, du corps, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie, par rapport à avant, de déclarer ce qu'ils vivent. Alors là, c'était juste pour vous montrer d'ailleurs que les différentes catégories, très souvent dans les collectivités, je provoque un peu en disant, si on consacrait la moitié du temps consacré aux collégiens, aux gens qui ont entre 75 et 85 ans, on ferait quand même beaucoup de progrès. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation de la problématique. Alors je vais être un peu provocateur, excusez-moi. Des pauvres petits choux qui à 13 ans ne peuvent pas traverser une rue pour aller à l'entrée du collège, il faudrait que le bus s'arrête exactement là, ils ne peuvent pas attendre 2 minutes. Et à côté de ça, les 75-85 ans qui, dans la majorité, réclament des choses simples, à savoir notamment des bancs. De dire, mais moi, 300 mètres, je pourrais, mais 300 mètres, c'est long si je ne peux pas avoir, comme sur des aires de repos, où je peux m'arrêter, où je peux poser mes courses, etc. Donc, si on consacre un tout petit peu de temps à la prise en compte de ces gens-là, je pense que ce serait un peu plus facile. Et le problème, c'est qu'on les voit en maison de retraite. Et je vous le rappelle, 4 millions de 75-85 ans plus bientôt 2 millions de 85 ans, c'est 6 millions. Il y a 600 000 places de maisons de retraite. Donc ça veut dire qu'il y en a 5 400 000. Donc grand défi, c'est comment on va faire pour qu'ils soient toujours intégrés dans la vie sociale, dans les appartements, et qu'ils puissent vivre pleinement. Et on a notre grosse responsabilité. Et alors, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens de 75 ans, on ne les voit plus à l'œil nu. C'est un peu comme un illettré. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 75 ans, quand on est jeune et qu'on travaille dans les services marketing, accessibilité ou dans une collectivité, qu'on est jeune, on lui dit on va s'occuper des 70 ans, il vous dit ils sont en maison de retraite, ils sont très âgés, mais aujourd'hui les 70 ans, ils font 10 ans de moins que leur âge physique tel que les jeunes se l'imaginent, ou 15 ans de moins. Voilà. Et l'âge a une importance, et je termine là-dessus, je suis désolé, deux petits slides. Voilà. Le premier, c'est que l'âge a une importance quand même fondamentale, et vous le voyez dans le cadre de cet atelier qu'est la ville numérique, c'est que bien évidemment l'âge renvoie à des choses qu'on a acquises au cours de sa vie, de l'expérience de sa vie. Donc typiquement, vous avez en haut, je commenterai que celui-là, la possession d'un ordinateur. Si j'ai entre 60 et 70 ans, il y a une personne sur 2 qui a un ordinateur à domicile. Si j'ai plus de 75 ans, 6 millions de Français, on n'en a que 14% qui ont un ordinateur à domicile. Donc c'est pareil pour le permis de conduire pour les femmes. Donc ça veut dire que c'est très important, c'est-à-dire que l'âge traduit quelque part, en partie, la maîtrise de choses dans la vie. Et le dernier slide, qui est un peu provocateur, mais qui est important, si j'ai 60 ans aujourd'hui, je suis de la génération Woodstock et 68, si j'ai 85 ans aujourd'hui, j'ai connu la guerre, les privations, l'occupation, des semaines de travail qui étaient beaucoup plus longues et la 3e semaine de congé qui est arrivée en 56. Donc ça veut dire que, comme disent tous les sociologues, le socle de valeurs est totalement différent entre quelqu'un qui aujourd'hui a 85 ans et les nouveaux retraités d'aujourd'hui. On a le poids de l'Église catholique qui était très fort à ce moment-là. Là, c'est l'époque de concile du Vatican II, etc. La loi Neuwirth, c'est 67. La loi Simone Veil. Les femmes ont eu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari dans cette génération-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des publics qui ne vont pas exprimer du tout de la même manière leurs problèmes de vieillissement que ne l'exprimaient éventuellement leurs aînés. Que nous pouvons peut-être mieux utiliser le potentiel des designers. C'était cette notion de est-ce que c'est seulement le contraste des couleurs? De quelle manière pouvons-nous déployer ce potentiel? L'autre que des instruments technologiques qui existent depuis un certain nombre d'années, comme les GPS,
ont un potentiel absolument inouï pour revivre la chaîne de déplacement, mais peut-être aussi l'expérience de la ville dans son histoire, dans ses espaces publics, avec les QR codes, etc. Plusieurs conférenciers quand même ont aussi montré que la signalétique, on sait un certain nombre de choses, mais ça reste un très grand défi. Et ensuite, que le nombre de personnes qu'on appelle, je trouve un peu de façon malencontreuse, des personnes en état de faiblesse, sont bien plus nombreuses que nous ne l'imaginions. Une partie de moi est toujours en faiblesse, probablement. Autre chose, et ça c'était très intéressant pour moi dans la dernière conférence, c'est que nous arriverons à déployer nos moyens financiers beaucoup mieux dès à partir du moment que nous connaissons mieux les usagers. Il y avait cet exemple des personnes âgées. De quelle manière nous le faisons? La même chose avec les personnes malentendantes. Ils sont l'un des groupes de personnes handicapées les plus nombreuses de la société. Mais où est-ce qu'on a des boucles magnétiques? Il y a 3-4 ans, on n'y pensait pas beaucoup. Donc connaître son public, nous en sommes un peu au début des recherches. Et aussi, effectivement, cette chose très intéressante qu'il y a un monde beaucoup plus vaste que celui des personnes en situation de handicap seules. Voilà, j'ouvre un peu la discussion avec maintenant tout de suite questions ou réflexions, comme cela vous plaît le mieux. Et il faudrait un petit micro. Est-ce qu'on a un micro mobile ? Merci à vous. Je voulais poser une question à Lise Wagner, notamment par rapport au GPS marche-piéton. Nous représentons une mission handicap de la ville d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et parmi les personnes que nous accompagnons, notamment sur les prestations de compensation, nous avons des personnes avec des revenus extrêmement faibles, bas. Peuvent-ils accéder à cette technologie et peuvent-ils, dans leur demande de prestations de compensation, avoir une aide de la MDPH pour pouvoir se déplacer plus librement dans la ville et dans la vie quotidienne ? Oui, alors en fait, c'est vrai que ça pose un problème important, c'est qu'en effet, dès qu'on utilise les nouvelles technologies, le coût est plus élevé. Je parlais de la télécommande qui déclenche les feux sonores, on est à peu près à 30 €. Pour un GPS, c'est plutôt 300. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Cependant, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, mais aussi de certaines mutuelles ou d'autres organismes payeurs, on peut tout à fait se faire financer ce type d'aide qui est reconnue comme une aide précieuse à la mobilité. Oui, moi, j'ai des exemples concrets de personnes qui se l'ont fait financer dans le cadre de la PCH ou par leur mutuelle. Je pensais notamment aussi peut-être à l'AGFIP et au FIP. Oui, dans le cadre de... Voilà, tout à fait. Dans le cadre d'un aménagement de poste de travail, puisque ça aussi, c'est une idée qui est maintenant acquise, que on ne traite pas uniquement le poste de travail, mais aussi, bien sûr, on favorise les déplacements de la personne. Donc tout à fait, c'est aussi pris en charge dans le cadre d'aménagement de poste de travail. Oui, je pourrais apporter un élément. Je suis à Reims, donc élue ville de Reims, et je sais que la MDPH, par exemple, dans la Marne, a financé notamment des télécommandes qui permettent de se repérer, d'avoir les repères des balises sonores. C'était 175 € et les associations ont réussi, en se groupant, à faire baisser le prix jusqu'à moitié prix, et obtenir. Donc les associations aussi ont un rôle à jouer pour inciter les MDPH à soutenir véritablement les coûts de ces dispositifs qui permettent de faciliter le déplacement, bien sûr. Merci. Je viens de Bruxelles. Je suis responsable de la mission accessibilité de la STIB, le réseau de transport en commun. Donc je me ressens proche des personnes à mobilité réduite dans Paris, notamment en matière de signalétique, cette signalétique que j'adore dans Paris. Coup de bol pour moi, visiteur étranger que je suis francophone. À Bruxelles, comme à Paris probablement, nous avons énormément d'étrangers et nous avons des problèmes de signalétique parce que
En plus d'avoir des étrangers, avant tout, la Belgique, elle utilise plusieurs langues de façon normale. Pas sur le plan politique, vous le savez tous, mais enfin ça c'est autre chose. Je me demande dans quelle mesure les systèmes de signalétique dont vous parlez, spécialement les guidages assistés par les technologies, peuvent ou ne peuvent pas ou pourraient répondre aux besoins d'utilisateurs dans leur langue. Aujourd'hui, on m'a présenté des tas de systèmes, notamment sur ce salon, qui sont tous en français, c'est super. Ils peuvent être programmés pour répondre dans 3 langues. Là, ça commence à devenir casse-pied, parce que si je suis francophone, je me fous pas mal d'avoir l'info en anglais. Ah oui. Ah oui. Oui, je suis pas très tolérant, finalement. Mais voilà, on a besoin de ça. Et ça permettrait par ailleurs de vendre le système, non seulement pour les personnes déficientes visuelles, mais aussi pour tout ce qui concerne les étrangers, les voyageurs comme je suis aujourd'hui. Y a-t-il des conférenciers qui aimeraient répondre? Lise? Moi, je peux en dire un mot. Oui, ça rejoint tout à fait nos réflexions actuelles. Là, on parle de solutions qui n'existent pas à ce jour, mais qui vont exister dans un avenir très proche, puisqu'on travaille dessus. Mais justement, en utilisant un paramétrage spécifique, en fait, bon, l'idée, c'est que les balises sonores intègrent plusieurs messages et qu'en fonction de l'outil que va utiliser l'utilisateur, eh ben, il va obtenir seulement le message qui correspond à sa langue. Mais là, on parle de développement futur, évidemment. Y a-t-il d'autres réponses? Moi, je suis allé à Amsterdam et là-bas, il n'y a pas de message parlé. C'est que des bip, bip, bip qui correspondent à des codes. Là, ça passe au vert, là, ça passe au rouge, bientôt ça passe au vert, bientôt ça passe au rouge. Et du coup, il n'y a pas de problème de langue. C'est international parce que n'importe qui peut comprendre ces codes. Mais en France, on dit bip, 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 attention, ça va passer au rouge. Oui, mais alors là, ça pose quand même d'autres problèmes parce qu'on perd de l'information. Avec des bip bip, on ne sait pas notamment si on est sur la bonne traversée. Enfin, en tout cas, quand on ne voit pas. Évidemment, quand on voit, on a d'autres indices qui peuvent s'ajouter. Donc les bip bip, c'est bien parce que c'est universel, mais ça ne dispense pas d'apporter de l'information verbale, explicite. Parce qu'un bip-bip, suivant le contexte, ça peut être très difficile à interpréter aussi. Alors, puisque la question portait sur l'information, c'est quand même très intéressant et que nous voulons aussi un peu élargir le concept d'accessibilité. On parlait d'étrangers, d'immigrants, de personnes d'autres langues, mais les sous-titrages de films qui sont tellement utiles et importantes pour des personnes malentendantes et certaines personnes sourdes sont un support extraordinaire, souvent pour des personnes entendantes. Je donne un autre et qui ne sont pas forcément de langue française de naissance, par exemple. Mais un autre exemple que je trouve très intéressant, j'ai beaucoup travaillé avec l'audiodescription au cinéma, à la télévision, au théâtre en Grande-Bretagne pendant 20 ans. Et il y a beaucoup de films en audiodescription. Mais mes amis non anglophones qui regardent un film en anglais, avec de l'audiodescription en anglais, au fait, ils augmentent leurs compétences linguistiques parce qu'ils voient une description compétente d'un paysage ou d'une scène tout en la suivant. Donc, effectivement, c'est à ce niveau-là que nous pouvons, si nous avons l'envie vraiment de nous concentrer sur l'humain, notre créativité extraordinaire, où nous pouvons aller vers des solutions nouvelles qui vont vers cette universalité dont parle ou que promettrait le concept de conception universelle. Encore des remarques, des questions, des observations? Dans la signalétique, pour la défense, il y avait 4 couleurs. Il y avait moi, je suis pas daltonien, mais je connais des daltoniens. Il y a 2 couleurs, ils n'auraient pas vu la différence parce que les contrastes n'étaient pas assez importants. Voilà, c'était juste pour... Si les contrastes sont assez marqués sur le PowerPoint et sur la présentation, je pense que ça apparaît pas correctement. Mais en réalité, le contraste est beaucoup plus prononcé. C'était juste un problème de réglage d'écran.
Oui, mais le contraste sur site est beaucoup plus important. J'aimerais poser une question à Pascal Loisel, parce qu'il parlait du fait que les designers, un peu dans ils ont quelque chose comme des connaissances d'accessibilité ou de code dans leur globule. En même temps, ils font souvent des designs qui ne sont pas accessibles. De quelle manière pourrait-on, en quelque sorte, mieux faire appel à la créativité et aux connaissances des designers pour trouver des solutions non seulement accessibles, mais peut-être aussi élégantes? Et est-ce que vous avez quelques idées là-dessus? Alors, pour répondre spécifiquement sur l'apport effectivement des designers sur la question de l'innovation, de l'accessibilité, je pense que le problème initial, justement, il est sur la problématique de la formation. Aujourd'hui, les designers, et en tout cas c'est ce qui fait la spécificité en France de ce métier, c'est que c'est un métier qui est extrêmement basé sur une compétence à la fois technique et artistique, alors que par exemple en Angleterre, on parle d'engineering product designer, c'est-à-dire des ingénieurs qui conçoivent. Et c'est vrai que cette notion, effectivement, sur la formation et plus particulièrement sur l'accessibilité à tous, elle est inscrite aujourd'hui dans la réglementation, mais elle est très peu appliquée à la fois dans les écoles d'architecture, dans les écoles de design, et c'est une vraie culture qu'il va falloir mettre en œuvre. En même temps, je dirais aussi que un designer réfléchit sur à la fois une harmonisation finalement des problématiques d'usage, des problématiques techniques de mise en œuvre, des problématiques sémantiques des objets, de leur utilisation, etc. Et donc finalement, ils abordent un petit peu cette question sans le savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure en faisant allusion au bourgeois gentilhomme. C'est vraiment cette notion-là, mais il faudrait pouvoir la prendre en compte aujourd'hui dans le cursus scolaire de ces formations. Remarque, observation, réflexion, question. Alors, on dirait qu'on en arrive à la fin. Alors, j'aimerais faire un rapide retour vers la ville. Nous avons vu surtout des choses autour de l'information, de la signalétique, l'utilisation des technologies pour un meilleur usage de cette chaîne d'accessibilité. Il y a seulement 2 mois que j'ai utilisé un QR code pour la première fois. Je ne sais pas combien de vous ont déjà utilisé cela. C'est quelque chose de mystérieux. Donc, ça fait à peu près, disons, 2 personnes sur 3, 4, 5 personnes sur 60 à 80 personnes ici présentes. C'est mystérieux. Et pourtant, d'ici 3-4 ans, tous les jeunes vont les utiliser tous les jours. Les QR codes, c'est l'utilisation d'un Android ou d'un iPhone. On voit ces espèces de drôles de choses, de carrés blancs et noirs. On pose l'iPhone ou l'Android dessus. Et il y a des images qui vous parviennent, des informations ferroviaires. Tout peut vous parvenir, même dans les journaux. Vous pouvez avoir un article de plus en le posant sur un journal qui l'imprime. Et je pense bien que les collectivités territoriales, elles vont très vite, dans les 1 ou 2 années à venir, prendre en compte l'utilisation des QR codes. Les chemins de fer britanniques le font déjà. Sans doute y a-t-il des exemples en France. Et à ce moment-là, je pense que ce qui est absolument important pour nous, pour que nous nous donnions les moyens de gagner cet énorme défi, mais aussi ces grandes possibilités créatrices qu'amène la technologie et qu'amène le défi de l'accessibilité, c'est dans le cahier des charges du designer qui utilise des services de collectivités locales qui ont des QR codes, de dire on voudrait qu'ils soient accessibles pour des personnes en situation de handicap. Rien ne nous empêche, par exemple, d'avoir le guide d'un parc ou d'un musée avec des QR codes qui soient en français, dans toutes les langues touristiques les plus parlées dans l'endroit, ou les langues minoritaires mais parlées dans la ville. C'est une approche très anglaise, mais pourquoi pas en langue des signes, avec de l'audiodescription pour les personnes malvoyantes, peut-être avec des images, enfin des symboles, des mots de lecture facile pour des personnes en situation de handicap. Et je prends cet exemple ici juste pour dire qu'on pense très rarement à l'orientation des personnes en situation de handicap, mais quelqu'un montrait que s'il y a des lieux connus comme repères, ça peut être la piscine, ça peut être la poste, on se repère mieux. Mais en ayant travaillé avec certains projets en Grande-Bretagne, j'ai vu par exemple que des personnes en situation de handicap mental aiment bien prendre des photos de certains lieux. Ça peut être la poste, ça peut être l'arrêt de bus principal, des lieux au fait un petit peu iconiques, mais qui donnent des repères. Mais cela m'aiderait aussi moi-même à mieux voir les choses. Donc là aussi, entre
plurilinguisme et différents niveaux de langage ou formes de langage, nous avons un terrain d'exploration très très intéressant à faire qui peut nous faire avancer vers la conception universelle. Vous aimeriez encore intervenir? Quand on va au Japon, on parle pas la langue, les caractères origami, c'est illisible, etc., etc. Du coup, le truc le plus simple, c'est de prendre des photos d'un taxi, d'un toilette, d'un repas, d'un sushi, etc., et de montrer la photo aux gens pour leur dire où est-ce que je peux trouver ça. Et du coup, c'est un moyen alternatif de se débrouiller dans le pays. Donc si vous allez au Japon, prenez des photos de tout et n'importe quoi chez vous, comme ça vous pourrez vous débrouiller facilement à l'étranger. Surtout au Japon et dans d'autres pays où on parle ni la langue, ni le caractère, même en Russie ou n'importe où. Alors nous allons conclure là-dessus parce que c'est une fabuleuse invitation au voyage en dehors de nos frontières, mais peut-être à l'intérieur du pays. Voilà. Bonne fin d'après-midi encore.